Donc, la façon dont ça va se passer, M. Delamare va vous entretenir quelques minutes concernant quelques dossiers. Par la suite, on pourra y aller d'une période de questions et d'échanges avec vous. Regardez, comme René vient de dire, l'objectif, on en profite. D'abord, ça nous fait plaisir d'être dans la région de Charlevoix. On en profite pour vous rencontrer. Donc, on vous donne l'information sur différents sujets qu'on pense que d'emblée, vous avez un certain intérêt. Probablement que vous nous auriez posé des questions aussi. Puis, vous avez libre après ça à poser toutes les questions, là. L'idée pour nous, c'est vraiment de répondre à la population, donner l'information à la population concernant tout ce qui est soins de santé, services sociaux, ce qui se passe au niveau du CIUS. Ça va? Donc, pour y aller, d'abord, je ne pourrais pas commencer sans vous parler du G7. Pour nous, c'était quand même plusieurs mois de préparation, là, voire presque un an. On est content de voir que ça s'est très bien déroulé, tant au niveau de la sécurité, au niveau des soins de santé, services sociaux. On était très prêts à faire face à de multiples situations. Heureusement, on n'a pas eu à se mobiliser parce qu'il n'y a pas eu d'événement qui nous a sollicité davantage. Donc, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'impact majeur, ça nous a quand même, pour nous, été un exercice extraordinaire. C'est une opportunité qu'on devait saisir. Ça nous a permis vraiment d'améliorer puis se donner un plan pour répondre aux mesures d'urgence dans toute situation. Entre autres, on a développé un microsite pour informer la population, donc ça nous reste après. Donc, dans toutes sortes de situations de sécurité civile, mesures d'urgence, on pourra se servir effectivement de cet outil-là qui a été fait. Ça a été pour nous aussi une belle façon de collaborer, d'abord à l'intérieur du CIUS, parce que ça a sollicité beaucoup de directions, et aussi intra-réseau santé et services sociaux avec nos partenaires du CHU, des UCPQ particulièrement, où on a dû établir formellement des modes de collaboration, des façons de fonctionner en situation d'urgence. Et en plus, on a travaillé avec l'intersectoriel, donc avec toutes les autres personnes, particulièrement de la sécurité. Donc, ça nous a permis de développer des liens de collaboration, formaliser notre plan et de le pratiquer. Ça, c'était important. Il y a eu même une semaine de pratique, puis il y a eu le vrai G7. Et tout ça nous a conduit quand même à prendre des décisions et à poser des actions concertées dans un plan très bien défini. Donc, on ressort vraiment gagnant. Souvent, la population se pose la question, bien, ça, je pense, ça a apporté une belle valeur ajoutée. Tout ce qu'on a fait nous laisse quand même une meilleure façon maintenant d'aborder toute situation d'urgence, bien organisée, bien structurée. Puis, heureusement, finalement, il n'y a pas eu de situation grave là, qui s'est passée dans le cadre du G7. On en est bien heureux aussi. Au niveau de l'hôpital de la Malbaie, donc, dans le même sens, la dernière rencontre, je pense qu'on vous avait rencontré aussi, le dossier progresse bien. Nous, on avait un livrable là, qui était vraiment au niveau de l'étape là, du plan fonctionnel. Donc, on a livré effectivement cette étape-là du plan fonctionnel avec les 2 premiers chapitres du dossier d'opportunité. Maintenant, c'est la SQI qui prend le relais, le leadership, et on va être davantage au niveau des solutions immobilières. Donc, dont la façon dont on va organiser les espaces pour les rendre optimales. Entre autres, bien, quels services seront maintenus dans l'hôpital existant pour lequel on aura peut-être des travaux de rénovation à faire par rapport à la superficie nouvelle, donc l'agrandissement qu'on va faire éventuellement. Donc, c'est la SQI qui prend le relais. Clairement, on travaille avec la SQI et on va impliquer les différents intervenants, médecins, personnels au niveau du CIUS, parce qu'on embarque effectivement dans une situation où on doit s'assurer que les liens fonctionnels sont... l'organisation des espaces est fonctionnelle et optimale. Donc, ça suit son cours et ça progresse très bien actuellement. Oui, nous, on a rendu le dossier au ministère à la SQI, donc les étapes se poursuivent. Mais on n'a pas accès encore au document. Le document va être final quand on aura présenté le dossier. Dans le fond, c'est le dossier d'opportunité dans son ensemble qui va être présenté éventuellement. Oui, il y a eu des rencontres. Oui, puis essentiellement, que je vous l'ai déjà dit, nous, on a toujours travaillé sur la base du plan clinique. Et les travaux qu'on a faits sont sur le plan clinique. Effectivement, les rencontres qu'on a eues, particulièrement avec l'équipe médicale, a confirmé qu'on travaillait sur la base du plan clinique. Il y a eu des petits ajustements même qui ont été faits suite à notre rencontre parce qu'il y a des éléments qui nous ont fait part et il y a 2-3 choses qu'on a modifiées. Entre autres, à l'urgence, là, il y avait une salle qui nous ont fait part d'une préoccupation sur l'importance d'avoir une salle d'isolement, entre autres, là, pour des problématiques de santé mentale. Donc, ça, on a fait cet ajustement-là. Donc, c'est ce type d'ajustement qu'on a fait, mais essentiellement, c'est basé vraiment sur le plan clinique. Je vais vous parler des approvisionnements parce qu'on a été mis au fait que certaines entreprises
auraient peut-être perdu des contrats maintenant dans le grand ensemble du CIUS Capitale Nationale. On a été mis au fait de ça. On a fait même des vérifications pour voir, là, parce que pour nous, c'est clair qu'on est très conscient de l'impact qu'on a au niveau des approvisionnements pour une région comme Charlevoix. Et notre tendance, c'est de faire en sorte que les gens de Charlevoix puissent avoir toutes les opportunités, justement, qu'ils peuvent saisir au niveau des contrats qu'ils pourraient obtenir. On est soumis aux mêmes règles que partout au Québec. Donc, on a des règles quand même assez strictes actuellement pour les montants d'argent qu'on doit aller en appel d'offres, puis la façon aussi de faire nos appels d'offres. Donc, on est soumis par ces règles-là comme pour tous les autres établissements au Québec. Toutefois, on est conscient qu'il y a peut-être des opportunités que certaines personnes nous ont fait part qui avaient perdu au niveau des approvisionnements. Entre autres, un élément, puis on travaille là-dessus actuellement, il y a des discussions avec la Chambre de commerce de Charlevoix pour voir comment on peut amener justement les entrepreneurs de Charlevoix d'avoir l'information à toutes les fois pour qu'ils puissent saisir les opportunités. Puis aussi pour certains entrepreneurs qui étaient moins habitués à travailler dans des appels d'offres un peu plus gros, entre autres qui sont soumis au SEAO. Donc, on travaille avec la Chambre de commerce. On est en train d'organiser une ou des rencontres pour permettre de donner l'information aux entrepreneurs et même une formation aux entrepreneurs pour être sûr qu'ils vont pouvoir saisir toutes les opportunités pour être capables, justement, d'aller chercher les contrats pour la région de Charlevoix. Donc, ça, c'est déjà en cours actuellement. On travaille beaucoup par l'eau. C'est ce qu'on fait la plupart du temps parce que maintenant, vous savez qu'on a des contrats quand même qui sont beaucoup plus gros qu'en dehors du CIUS. Et selon les règles, on doit aller en appel d'offres public, même pour certains, de plus en plus. Sauf qu'une façon, justement, de s'assurer qu'on puisse permettre à tous les entrepreneurs plus locaux d'avoir des opportunités soumissionnées, on y va par l'eau. Donc, on a le souci, malgré un dossier qui peut avoir une ampleur importante, on a le souci de le séparer par lot. Donc, le lot étant la région de Charlevoix, ce qui fait en sorte que les gens ont une opportunité de pouvoir, si on veut, coter sur un lot de services que ces gens-là pourraient donner, plutôt que de coter sur l'ensemble de la capitale nationale. Donc, on travaille par lot, justement, pour permettre des opportunités aux entrepreneurs sur place de pouvoir coter sur le lot Charlevoix. Bien sûr, il y a quand même des règles. Des règles qui sont soumises comme les autres à offrir le meilleur prix pour donner le service au niveau de la région de Charlevoix. Mais on le fait de plus en plus. Il y a un contrat, je vais vous donner un exemple, il y a un contrat qu'on ne l'a pas fait par lot. Le contrat, on retourne en appel d'offres bientôt. On va s'assurer de le faire par lot, celui-là. On est en train de regarder. S'il y a d'autres occasions qu'on n'a pas été par lot, c'est sûr que nous, on va s'assurer d'offrir aux gens de Charlevoix les meilleures opportunités pour avoir les contrats, particulièrement l'activité qui concerne Charlevoix. Tout en respectant les règles, bien entendu, parce qu'on est obligé d'aller en appel d'offres. On ne peut pas scinder des contrats, mais la façon dont on peut y arriver, bien, c'est d'y aller par lot. Donc, on ne scinde pas les contrats, on y va par lot. Et les gens de Charlevoix, maintenant, peuvent saisir l'opportunité. On va travailler avec la Chambre de commerce, justement, pour être sûr que les gens ont comment on peut travailler peut-être pour améliorer l'information, puis s'assurer que ces gens-là pourront coter de la bonne façon aussi sur les différents appels d'offres. On a vérifié que Chaudière-Appalaches, on fait essentiellement la même chose que Chaudière-Appalaches. Je pense que la différence, c'est que le libellé de leur politique énonce des choses clairement. Nous, ce n'est pas indiqué clairement, mais on le fait. Exemple, aller par l'eau. Parce qu'ils le disent dans la politique Chaudière-Appalaches, ils vont justement travailler par l'eau pour les régions. C'est ce qu'on fait nous aussi. Donc, il n'est pas nécessairement écrit pareil comme dans la politique de Chaudière-Appalaches, mais essentiellement, on a vérifié avec eux, on s'est même parlé, puis essentiellement, on fait les mêmes choses. Il y a une différence. À certaines occasions, Chaudière-Appalaches, eux, ont été dans des médias locaux pour être sûr que l'information se rend. Nous, on ne l'a pas fait encore, on va regarder. Si dans certaines circonstances, effectivement, pour être sûr qu'on informe bien les entrepreneurs, finalement, bien, si on doit le faire, on le fera dans certaines occasions. Mais ça, c'est le genre de discussion qu'on va avoir avec les gens de la Chambre de commerce, entre autres, pour s'assurer que l'information, elle est bien véhiculée. Et si, à certaines occasions, on aurait avantage à le soumettre dans des médias locaux, bien, à ce moment-là, on le fera. Mais on va voir avec les discussions qu'on aura. Mais l'idée, c'est de s'assurer que les gens, les entrepreneurs de la région, pourront saisir toutes les opportunités possibles pour les lots de Charlevoix particulièrement. Et même, je vous dirais, ça offre aussi des opportunités aux gens de Charlevoix de aussi soumissionner sur tous les contrats pour la région de Québec particulièrement. Donc, il faut aussi, je pense, que les gens ici voient une opportunité, oui, les lots de Charlevoix, mais être capable aussi d'aller chercher un marché plus large
en appel d'offres en fonction de leur expertise. Ce qu'on peut faire là, c'est qu'on y va dans un seul contrat non scindé, mais on y va par lot, en disant qu'on va l'attribuer par lot, mais l'ensemble des entrepreneurs peuvent soumissionner sur les lots aussi. Donc, il y a une nuance, mais qui est importante, là. C'est qu'on ne peut pas dire, par exemple, je vais scinder les contrats, parce que ce qu'on pourrait faire, là, je pense que le meilleur exemple, c'est ça, c'est que si je scinde mes contrats, je pourrais arriver à contourner les règles qu'on a. Exemple, j'ai un contrat de 400 000, on pense que c'est 400 000, ça va coûter. Je vais le scinder en 5 contrats pour être en bas de 100 000 $. Donc, je ne suis plus soumis aux règles d'appel d'offres public. C'est pour ça que c'est une différence importante, d'où là, on ne veut pas contourner les règles et scinder des contrats pour justement contourner les règles qui nous obligent à un appel d'offres public à l'occasion. Je pense que c'est le bon exemple. Alors que par lot, on respecte. On donne le contrat global, mais on peut le donner par lot pour différentes raisons. Donc là, on le fait par lot à ce moment-ci. Et tout le monde peut soumissionner sur le lot. On maintient les règles, puis on laisse les chances équitables à des gens d'offrir le meilleur prix pour obtenir à ce moment-là les contrats. On va travailler avec la Chambre de commerce. On a déjà des contacts avec eux, puis il y a des rencontres qui s'organisent. On va voir comment on peut mieux faire en sorte de travailler avec les entrepreneurs de Charlevoix pour être sûr qu'ils vont saisir toutes les opportunités. Puis il y en a un exemple, on vous dit, on n'a pas été par lot, celui-là, on a regardé, on va pouvoir y aller par lot. Ça ne veut pas dire que les personnes vont l'avoir automatiquement, mais au moins, il y aura une opportunité de pouvoir le faire. L'idée là-dedans, c'est qu'il y ait la bonne information. Mais si on se rend compte dans les discussions qu'on va avoir ou à l'analyse qu'on va faire qu'il faut la modifier, notre politique, on le fera, mais on va toujours le faire en fonction des règles qui existent. Même si les choses ne sont pas indiquées clairement dans la politique, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas par ailleurs. Comme je vous disais, là, on a vérifié que Chaudière-Appalaches, oui, à certains égards, c'est plus explicite, mais il n'empêche que nous, les comportements, l'attitude est la même. Puis ce qu'on favorise dans notre politique, en bas de 100 000, on favorise toujours entre 25 et 75 000, de toute façon, d'aller au moins, d'avoir plusieurs soumissionnaires. On veut, je pense que c'est correct aussi, on gère une entreprise publique, c'est important de faire en sorte qu'on ait plusieurs soumissionnaires pour s'assurer quand même un bon prix pour faire le travail qu'on demande. Donc, on va toujours s'assurer d'avoir plusieurs soumissionnaires, soit sur invitation dans différentes circonstances, verbalement, on sollicite des entrepreneurs, soit par sollicitation écrite, ou appel d'offres, même si en bas de 100 000, on peut le faire aussi. Puis là, en bas de 100 000, c'est clair que là, on a un appel d'offres public là, avec des modalités très précises. Bien, c'est sûr qu'on va s'assurer que les entrepreneurs locaux soient là pour pouvoir offrir leur prix. C'est sûr, ça, c'est... écoutez, si c'est pas arrivé, on a peut-être échappé une situation, mais d'emblée, notre attitude et la façon dont on veut faire, c'est vraiment de faire en sorte que les entrepreneurs locaux aient l'opportunité de pouvoir offrir leurs services. L'hôpital de Baie-Saint-Paul. Compte tenu du G7, vous vous souvenez qu'on avait déplacé le déménagement de l'hôpital de Baie-Saint-Paul en septembre, donc ça reste toujours vrai. Tous les préparatifs se sont poursuivis de toute façon pour le déménagement, et c'est au mois de septembre. La date, René? C'est la semaine du 17 au 23. 17 au 23 septembre, donc on procède tel que prévu. Et on va organiser aussi une journée porte ouverte là, pour permettre à la population de venir voir ce bel hôpital. Donc, on n'a pas encore la date, mais on va vous communiquer de toute façon la date. Là, on va tenir des portes ouvertes à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. On a bien hâte là, de procéder à l'ouverture. Pour nous, c'est clair qu'on procède à la démolition, puis ça reste un terrain disponible pour nous là, pour stationnement ou autre fonctionnalité. Là. Mais dernièrement, je n'ai pas eu de discussion là, avec la Ville là, sur une utilisation là, du terrain. Vous savez que le radiologiste là, qui faisait des échos obstétriques quitte l'établissement. On a regardé différentes alternatives là, pour assurer la suite de ce service-là qu'on juge essentiel pour la région. Le dossier chemine bien actuellement. On est en discussion avec le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, le département de gynéco-obstétrique. C'est pour ça que je faisais référence à la gynéco-obstétrique tantôt. Les discussions vont bien. Il y a un intérêt pour le groupe de médecins de cet établissement-là à venir effectivement offrir le service à la Malbaie. Donc, on poursuit nos discussions avec eux. Le ministère est d'accord. Donc, on a eu l'autorisation du ministère. Et on sait que le CHU, on a une entente de service en gynéco avec le CHU pour couvrir Charlevoix. Et on a fait des discussions avec eux et le CHU est ouvert à ce qu'un autre groupe pour l'éco-obstétrique et d'autres services autour puissent venir à la Malbaie pour offrir le service. Donc, je pense qu'actuellement, les étoiles s'alignent. Le CHU, malgré l'entente, donne l'ouverture pour qu'on puisse travailler avec un autre groupe de médecins. Le ministère est d'accord et nous, on poursuit les discussions avec actuellement le groupe de médecins qui a un intérêt là, clair pour venir ici.
Ce qui va rester à faire là, pour que les services se donnent avec le nouveau groupe de médecins, c'est la formation de nos techniciens, entre autres, qu'il faut organiser, mais ça, c'est en cours de processus actuellement. Donc, on espère bien qu'au cours des prochains mois, on va pouvoir vraiment rétablir le service avec ce nouveau groupe de médecins. Bien, l'idée avec le groupe, c'est de s'assurer que le service puisse répondre aux besoins. Donc, normalement, l'offre de service va s'ajouter en fonction des besoins. Donc, le groupe, pour eux, ils connaissent les volumes et tout ça, et je ne vois pas de problème actuellement pour faire en sorte que les échos puissent se faire au moment où c'est requis. Donc, M. Delamare, ce qu'on comprend, c'est que vous ne modifierez pas la politique d'approvisionnement du CIUS, là. Actuellement, la politique d'approvisionnement du CIUS nous laisse toutes les possibilités pour travailler avec le milieu de Charlevoix pour qu'il puisse saisir toutes les opportunités d'obtenir des contrats. Donc, on va travailler dans le sens de notre politique qui permet cette souplesse-là puis les modalités pour y arriver. Si on se rend compte à l'usage, entre autres avec les discussions qu'on a commencées et qu'on aura avec la Chambre de commerce, on veut rencontrer des entrepreneurs pour bien les informer et même les former sur la façon de saisir ces opportunités-là, entre autres, appel d'offres publics et SAO, là, qui a quand même une certaine complexité pour y arriver pour certains. On va travailler avec eux. Si on se rend compte qu'il faut modifier notre politique et que c'est possible à l'intérieur de l'ensemble des règles d'approvisionnement, parce qu'on est soumis à des règles assez sévères, contrôlées par le Conseil du Trésor, on le fera. Donc, on ne s'empêchera pas de modifier notre politique si on pense qu'on va l'améliorer ou y apporter une valeur ajoutée. Là. Mais vous allez apporter des modifications toujours en respectant les règles édictées. Là. Bon, vous pouvez faire du gré à gré en bas de 100 000 $, mais de dépasser ça, ça sera toujours un appel d'offres qui sera publié quelque part. Là. Oui, tout à fait. Il faut bien se comprendre. Il faut rester à l'intérieur des règles de toute façon, qui sont les mêmes règles qui sont soumises pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et même tout autre organisme public aussi. Là. Et la différence entre ce que la CSN et les préfets disaient là, sur la politique du 6 de Chaudière-Appalaches versus la vôtre, c'est quoi exactement? Oui, bien écoutez, je vous dirais, on a vérifié, vous comprenez que, regardez, on nous a dit qu'il y avait une différence. On a vérifié que nos collègues du côté de Chaudière-Appalaches. Je pense que la différence est bien plus dans le libellé de la politique que dans la pratique comme telle. Elle est plus explicite sur certaines choses que l'établissement va faire, mais dans les faits, on fait à peu près la même chose. Donc, il n'y a pas d'écart important. Donner, par exemple, nous, on doit donner un contrat. On ne peut pas scinder un contrat à la grandeur du CIUS maintenant. C'est des contrats qui peuvent être quand même plus importants pour un même objet. On ne peut pas scinder les contrats, mais on peut y aller par lot. Ça veut dire qu'exemple, on peut faire un lot pour Charlevoix, un lot pour Port-Neuf. La concurrence s'installe. Tout le monde peut quand même donner son prix, mais au moins, c'est un lot qui est distinctif. Donc, c'est une nuance importante. Là. On ne veut pas contourner les règles et scinder les contrats pour que ça devienne des contrats en bas de 100 000, entre autres. Donc, ça reste un contrat d'importance, mais au moins, on le sépare par lot pour permettre à des entrepreneurs régionaux de pouvoir saisir ces opportunités-là. Okay. Et ça, on le fait déjà, comme Chaudière-Appalaches le fait. Il y a un exemple que Chaudière-Appalaches fait, puis c'est tout à fait intéressant. À certaines occasions, ils ont publié même dans des journaux locaux pour être sûr que tout le monde est bien informé puis qu'il soit saisi d'un appel d'offres qu'on va aller. Ils l'ont fait. Ils ne le font pas toujours, mais quelquefois, ils l'ont fait. On va regarder, nous, on va en discuter avec les gens de la Chambre de commerce, justement, est-ce que c'est une bonne façon de faire ou y a-t-il d'autres meilleures façons de faire pour être sûr que les entrepreneurs vont être bien informés? Donnez-nous un exemple, là, concrètement, comment ça marche et comment une entreprise de la région peut avoir un contrat chez vous. Là. Exemple, vous parliez des légumes tantôt. Là. Bien, ça dépend toujours de la grosseur. On va y aller par lot. Les gens, si c'est un appel d'offres public, bien là, ils doivent suivre tout le processus d'appel d'offres public. Il y a différentes façons aussi d'aller en appel d'offres. On peut y aller sur invitation, donc sur invitation verbale. Donc, on va appeler des fournisseurs qu'on sait qui donnent ce type de service-là. On peut y aller par invitation par écrit. Donc, aussi, on va s'assurer d'avoir un certain nombre de fournisseurs. Ce qu'on essaie toujours dans le CIUS, c'est d'avoir aussi plusieurs propositions. On ne veut pas non plus se retrouver avec une seule proposition pour un même service. Mais on souhaite avoir plusieurs soumissions pour aller chercher un bon prix. C'est ce qu'on souhaite. Puis je pense qu'on gère une entreprise publique comme on le fait. On a cette obligation-là aussi d'avoir un bon prix, un prix concurrentiel. Donc, appel d'offres public sur invitation écrite, invitation verbale, c'est la façon dont on fonctionne. Et on essaie, toutes les fois que c'est possible, d'avoir au moins 3 soumissionnaires. C'est ce qu'on essaie de faire à toutes les fois, justement, pour permettre d'avoir... Peut-être il y en a encore un petit peu plus précis avec un exemple d'un contrat qui serait donné en lot. Là. Comment ça pourrait s'articuler? Là? Bien, regardez, on va prendre les frais, les légumes
préparés frais, qu'on appelle. Pour le CIUS, maintenant, les légumes préparés frais, c'est un gros montant. Là, on parle de millions de dollars. Donc, on pourrait y aller avec un seul lot. Donc, les gens cotent pour offrir l'ensemble du produit pour tout le CIUS au complet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne scinde pas l'appel d'offres. C'est toujours un contrat de plusieurs millions de dollars, mais on va offrir le contrat par lot. Donc, les mêmes soumissionnaires pourront coter, mais au moins, les gens de Charlevoix seront à même de dire, bien, je vais profiter de l'opportunité de Charlevoix, qui est peut-être plus accessible pour moi que de prendre toute la région de la capitale nationale, que je serais voyable de le faire. OK. Donc, mais les gens de la capitale nationale vont pouvoir coter dessus, mais au moins, ça permet aux gens de Charlevoix de saisir une opportunité pour Charlevoix et non pas, j'ai peut-être pas la capacité ou c'est beaucoup trop, c'est pas capacité, c'est trop gros, j'ai pas d'intérêt, mais au moins, ils pourront toujours le faire par intérêt pour Charlevoix. C'est sûr, il faut qu'ils s'assurent d'avoir un prix compétitif par ailleurs. Non, on comprend que la libre entreprise va s'exercer là-dedans. Là. Mais est-ce que, ici, c'est la seule région qui vous avait interpellé là-dessus, la politique d'approvisionnement, ou dans Port-Neuf aussi, il y en a qui avaient agité peut-être des drapeaux? Bien, écoutez, c'est toujours, moi, quand je rencontre régulièrement les élus municipaux ou les gens de la communauté, c'est quelque chose qu'on nous demande toujours d'être très sensible et de s'assurer qu'à toutes les fois, on puisse permettre aux gens de saisir des opportunités. Donc, cette préoccupation-là, je l'entends aussi de Port-Neuf, comme je l'entends ici, puis c'est tout à fait normal. On comprend bien là, que vous vous assuriez que vous ayez des opportunités. Mais oui, on l'entend dans les régions, et mes collègues aussi dans les autres régions l'entendent comme nous, on le fait. C'est important d'être sensible, d'où là que notre politique, là, elle nous laisse cette possibilité-là, justement, de créer des opportunités pour les différentes régions. Bien, vous témoignez de la sensibilité cet après-midi, mais les règles du jeu font en sorte qu'à un moment donné, c'est le langage des affaires qui parle aussi. Là. Oui, bien, comme je vous disais tantôt, nous, on s'assure quand même, on gère une entreprise publique, c'est des fonds publics. Tout en créant des opportunités, il faut quand même s'assurer aussi qu'on ait un prix correct en fonction de ce qu'on va aller chercher comme produit ou service. Parce que vous représentez un bon client. C'est plusieurs millions de dollars par année en achat, le CIUS Capitale on Nationale. représente un bon client. Même je vous dirais que les CIS et les CIUS au Québec, on est souvent le plus gros employeur de la région. Donc, c'est clair qu'on achète que pour nous, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Là. Comme je vous disais tantôt, ça ne veut pas dire que c'est accessible à tous les entrepreneurs. On comprend qu'il y a des fournitures médicales, il y a des fournitures spécialisées. C'est une concurrence internationale. Mais on achète quand même beaucoup de différentes formes de fournitures et produits. Si je reviens sur l'obstétrique, oui. Cette découverture de quelques mois, où vont aller à ce moment-là les femmes enceintes qui vont faire une échographie? Bien, essentiellement, les gens vont probablement aller vers Québec. Ils pourraient toujours aussi aller vers la région de Chicoutimi-Lac-Saint-Jean, tout dépend de la proximité, mais habituellement, les gens ont tendance à aller davantage vers Québec pour avoir le service. On espère que la période va être la moins longue possible. Comme je vous mentionnais tantôt, actuellement, les discussions vont très bien. Avec le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, le département de gynéco-obstétrique, les médecins qui sont là ont démontré un intérêt clair à venir. On est à discuter avec eux sur la façon de l'organiser, la formation que nos techniciens vont devoir avoir pour donner le service adéquatement. Donc ça progresse très bien. Le ministère est favorable à ce type de service-là. Et nous, on a une entente avec le CHU de Québec aussi pour la gynéco. On a discuté que les gens du CHU, malgré notre entente, sont ouverts à ce que les gynécologues obstétriciens de Chicoutimi-Lac-Saint-Jean viennent donner des services à Namalbé pour être capables de couvrir l'obstétrique, entre autres.